Nous sommes à Rome, sous la chaleur écrasante de ce mois d'août 1492. Dans le silence de la nuit vaticane, les cardinaux attendent la fin du conclave pour élire leur nouveau pape. Différents noms ressortent des votes, les deux favoris étant Oliverio Carafa et Jorge Costa. Mais contre toute attente, dans la nuit du 10 au 11 août, c'est Rodrigo Borgia qui est élu sous le nom d'Alexandre VI. L'annonce ne se fait pas sans réaction. Les bruits courent autour de la manière dont le nouveau pape est parvenu à se faire élire en achetant ses partisans, sans parler de sa réputation très scandaleuse. Et effectivement, ce dernier a déjà plusieurs enfants. Mais cet homme de 60 ans n'est pas sans expérience, connaissance et influence. C'est grâce à cela qu'il va tenter toute sa vie de mener sa famille vers les plus hautes sphères du pouvoir. Giovanni, le fils aîné à qui il confie tout, Lucrèce, la fille discrète et préférée, Geoffroy, le plus jeune frère loin des frasques de sa famille, et enfin César, dont le manque de scrupules a inspiré Machiavel pour son ouvrage « Le Prince ». Et comme vous le savez sûrement, lorsqu'on tente d'atteindre le soleil, on est très vite brûlé. C'est ce qu'il va se passer pour la famille Borgia, dont l'ascension a été aussi rapide que la chute. Les Borgia sont connus pour leur réputation sulfureuse, entretenue par des œuvres littéraires et artistiques depuis plusieurs siècles. Meurtres, corruption, inceste. Il va sans dire qu'Alexandre VI et ses deux enfants les plus célèbres, César et Lucrèce, accumulent les griefs contre eux. Mais savons-nous réellement qui était cette famille ? Alexandre VI était-il cet homme sans scrupules qui a à jamais terni la réputation de l'Église catholique ? Et est-ce que Lucrèce et César entretenaient cette relation ambiguë dans le sang de leurs ennemis ? Nous verrons ensemble aujourd'hui comment leur histoire s'est construite autour de vérité et de légendes. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les Borgia ne sont pas italiens mais espagnols, venant de la ville de Bora, près de Valence. Mais alors, comment ont-ils pu faire pour atteindre le pouvoir romain ? Eh bien, pour ce faire, nous allons remonter quelques décennies en arrière, à l'époque où deux papes se disputent le pouvoir. Benoît XIII à Avignon et Jean XXII à Rome. Sans entrer dans les détails du grand schisme d'Occident qui a provoqué cette situation, Benoît XIII va être rapidement déclaré antipape et hérétique par l'Église romaine. À son service, un homme qui attend son heure de gloire, Alfonso Borgia. Voyant que la situation devient critique, il se met au service du roi d'Aragon Alphonse V, qui participe activement au grand schisme d'Occident et emmène Borgia avec lui à Rome. Ce dernier s'est tourné vers la vie d'évêque et lorgne sur la tiare. Il devient cardinal en 1444, puis est élu pape en 1455. Il devient alors le premier pape d'origine espagnole, ce qui forcément ne plaît pas à tout le monde. Sous le nom de Calixte III, il octroie de nombreux bénéfices ecclésiastiques à sa famille et à ses collaborateurs pour permettre de s'installer durablement sur un territoire qui lui est encore hostile. Bien que son règne ne dure que 3 ans et qu'il ne fera pas disparaître l'hostilité envers les Borgia, Calixte III parvient à installer un pouvoir pour la famille et à préparer le terrain pour ses neveux, en particulier Rodrigo, qu'il considère comme son fils. Compte tenu de sa situation assez délicate, Rodrigo, devenu cardinal dès l'âge de 24 ans, va tenter de prendre le pouvoir doucement, mais sûrement. À la mort de son oncle en 1458, Rodrigo est déjà le cardinal le plus riche et le plus puissant de Rome. Cela va sans dire qu'il comptait bien suivre le destin de son oncle. Ainsi, il fait élire Pie II, un homme déjà âgé et maladif, qu'il va servir jusqu'à sa mort en 1464. Utilisant la même stratégie, il fait élire son ami et cardinal Pietro Barbo, devenu Paul II, qui l'aidera à se rapprocher de Rome. En 1470, il reçoit Vanozza Catanei, rencontrée plus tôt à Sienne. Avec elle, il aura 4 enfants, Giovanni en 1474, César en 1475, Lucrèce en 1480 et Geoffroy en 1481.
Forcément, cette vie passée dans la plus luxueuse résidence de Rome, aux côtés de ses 4 enfants et de ses nombreuses maîtresses, est vivement réprimandée par le pape. Cela pourrait vous paraître très scandaleux qu'un homme d'église ait des enfants et des maîtresses, mais c'était pourtant très courant à cette époque et Rodrigo Borgia est loin d'être le seul dans ce cas-là, bien au contraire puisque les papes qu'il fait élire mènent eux-mêmes des vies totalement dissolues. Cela faisait longtemps que la vie pontificale n'était absolument plus ce qu'elle était, que tout pouvait s'acheter et que le pouvoir prit largement la place sur la piété. Mais en 1492, la situation devient très favorable pour Rodrigo Borgia. Le dernier pape en date vient de mourir et les 2 plus importantes familles romaines qui étaient prioritaires pour la tiare, les Orsini et les Colonna, deviennent ennemis. Rodrigo met toutes les chances de son côté en s'attirant le soutien de nombreux partisans et montre sa vie sous le plus beau jour. Il récupère en plus de cela le soutien de Sforza, un autre sérieux concurrent à l'accès à la papauté. Rodrigo enchaîne les dons à tous ses partisans et notamment aux cardinaux les plus influents du conclave, en particulier Orsini, Colonna et Sforza. Après ces manœuvres, il lui manque encore une voix sur les 15 requises. Tout n'était pas encore joué. Ses partisans obtinrent finalement celle du vieux cardinal Gherardo. Ainsi, Rodrigo Borgia parvient à être élu. Rodrigo Borgia a souvent été décrit comme un homme cruel et sans scrupules. Pourtant, il est parvenu à révolutionner la papauté en unissant le pouvoir temporel et spirituel face à une chrétienté totalement morcelée. Il s'agissait également d'un homme dévoué et attentionné envers sa famille. Il garda auprès de lui la mère de ses enfants, Vanazza Catanei, et il était très fier de ces derniers. Les réunions de famille peuvent alors s'enchaîner, et pour cause, Rodrigo Borgia a de très grandes ambitions pour ses enfants. Il veut que leur carrière et le mariage respectifs fassent la gloire de leur famille. Le nouveau pape s'efforce de gagner un maximum de pouvoir alors que l'Italie est en crise. Florence a chassé les Médicis au profit de l'austérité du prédicateur Savonarola, qui n'hésite d'ailleurs pas à envoyer un petit courrier au pape pour lui dire qu'il le critique très fortement. Milan est envahi par la France en 1495 et Rome est rongée par la corruption et les meurtres. Mais rien n'arrête Alexandre VI qui souhaite mener ses enfants vers la gloire. Pour ce faire, bien sûr, ils vont avoir une éducation extrêmement soignée et la réputation de la famille ne se fait pas attendre puisque l'on sait que leur sortie s'accompagne souvent de galanterie, de musique et de littérature. Mais elle s'accompagne également de querelles. Mais ces querelles ne touchaient pas Alexandre VI. Ses enfants lui devaient obéissance en tant que père, mais aussi et surtout en tant que pape, et ils n'ont donc jamais remis en cause les décisions de ce dernier, en plus du fait qu'elles étaient souvent source de richesse et de pouvoir. Non, les querelles, elles étaient surtout entre les frères et sœurs, et notamment parce qu'Alexandre VI avait, disons, ses préférés. Et notamment Giovanni, l'aîné, et sa sœur Lucrèce, qui étaient d'ailleurs assez proches et protecteurs l'un envers l'autre. Geoffroy le cadet était le plus incompris. De nature assez timide et réservée, sa relation avec son père était assez complexe. Sa femme, en revanche, Sancy, n'hésitait pas à confronter son beau-père, ce qui mena à de grosses tensions. César, lui, était le plus complexe. Dès son enfance, nous ne savons pas grand-chose de lui. On sait juste qu'il était destiné très jeune à l'église. Avide de pouvoir, il envie la place que son père accorde à son frère Giovanni, devenu duc de Gandia et à qui le pape lui confie de grosses missions militaires. Ce n'est pas impossible que César se soit d'ailleurs considéré comme plus compétent que son frère en raison de ses capacités intellectuelles. C'est un homme de grand talent et d'excellente nature. Ses manières sont celles du fils d'un grand prince. De son côté, Alexandre VI a des projets très précis en tête, et dans ce projet, c'est Lucrèce qui joue un rôle capital comme le parti idéal des familles italiennes. Bénéficiant d'une éducation de grande qualité, aimant l'art, la musique et la poésie, Lucrèce aspire à une vie calme et heureuse. Mais son père la marie dès l'âge de 13 ans à Giovanni Sforza, parent du puissant duc de Milan.
Autant dire que ce n'est pas l'amour fou. Mais Lucrèce aime son père et respecte donc ses choix maritaux. Finalement, l'invasion de l'Italie par la France avec l'aide du duc de Milan rabat les cartes. Après 3 ans de mariage, l'union entre Lucrèce et Giovanni est annulée sous prétexte que ce dernier serait impuissant. Son ex-mari va donc rapidement se venger en racontant que Lucrèce entretient des relations incestueuses avec son frère et son père. On raconte même qu'elle aurait accouché d'un enfant lorsqu'elle était recluse au couvent de San Sisto, enfant reconnu à la fois par son frère et par son père. C'est trop les gars, c'est beaucoup trop. Malheureusement, cette rumeur, bien que largement démentie depuis, pèse lourd sur la balance concernant un possible remariage pour Lucrèce. Mais Alexandre VI ne désespère pas. Malgré sa mauvaise réputation, Lucrèce n'a que 16 ans et elle est si belle qu'elle devient même la muse de beaucoup d'artistes. Alexandre VI a très vite oublié Milan. Maintenant, c'est Naples qu'il souhaite conquérir. Il marie donc sa fille à Alphonse d'Aragon, prince napolitain. Et cette fois-ci, Lucrèce est heureuse. Son nouvel époux est très beau et aussi féru d'art qu'elle, lui permettant de s'entourer de nombreux artistes en vogue, tels que Michel-Ange ou Bramante, qui va dessiner la colonnade du Vatican. Elle accouche alors de son premier enfant, Rodrigue, en 1499. Mais malheureusement pour elle, son bonheur sera de courte durée, puisque devenu obstacle aux ambitions de son frère, César Borgia. Nous pourrions dire que César, c'est un petit peu le fauteur de troubles de la famille. C'est un guerrier né, et il ne fera que le prouver tout au long de sa vie. Mais pour ce faire, il faut qu'il parvienne à quitter cette fonction ecclésiastique qu'il déteste, mais malheureusement, sa démission est sans arrêt refusée par son père. César aurait alors décidé de prendre les choses en main. En 1497, Giovanni Borgia est à un souper. Un homme étrange s'approche pour lui parler, mais comme les Borgia n'ont pas de relations très fréquentables, cela n'a inquiété personne lorsqu'il le suivit ensuite. Mais le lendemain matin, Giovanni est introuvable. Le pape envoie toute la ville à sa recherche. Mais il sera retrouvé mort au fond du Tibre, percé d'une vingtaine de coups de couteau. Tous les yeux se braquent alors vers César, mais le pape va très vite interrompre l'enquête. On raconte même que ce meurtre perpétré par son frère aurait été justifié par une querelle amoureuse, puisque César et Giovanni auraient lorgné sur l'épouse de leur plus jeune frère, Sancy d'Aragon. En réalité, nous ne savons toujours pas qui est le meurtrier de Giovanni Borgia, et en plus, ces derniers ont de nombreux ennemis. Mais au vu de sa très forte rivalité avec son frère et le fait que Giovanni était le seul obstacle pour César pour parvenir à ses fins, cela ferait tout de même un très bon alibi. En plus, étrangement, le pape interrompt l'enquête lorsque les yeux se tournent un peu intensément vers César. Je vous laisse en juger en commentaire. Ce qui est certain, c'est que moins d'1 an après la mort de son fils aîné, Alexandre VI accorde à César tout ce dont ce dernier avait rêvé. Le 17 août 1498, il obtient les titres de son frère, l'armée papale et est libre de se marier. Et comme Naples est lorgné par la famille Borgia, César souhaite s'unir à Charlotte d'Aragon, héritière du royaume napolitain. Problème, la jeune femme vit en France et on est en plein dans les campagnes d'Italie. Mais César est malin. Il demande de l'aide au tout nouveau roi de France, Louis XII, mais ce dernier demande une faveur en échange, que le pape annule son mariage avec Jeanne de France pour pouvoir se marier avec Anne de Bretagne, veuve de son prédécesseur et surtout duchesse de Bretagne. L'accord est conclu. Le pape annule le mariage et Louis XII se rapproche de César, avec qui il mène même ses campagnes d'Italie, une première depuis des années de conflit. Mais le plan de César tombe vite à l'eau. Charlotte d'Aragon ne fait pas confiance à cet ancien cardinal et refuse l'union. À la place, il va donc se marier en 1499 à la nièce de Louis XII, Charlotte d'Albret, héritière du roi de Navarre.
Et cela va provoquer un conflit très fort avec l'époux de Lucrèce, Alphonse d'Aragon. Ça va, vous suivez toujours? Et oui, parce qu'à présent, les choses ont changé. César est ami des Français et marié à la nièce du roi de France. Autant dire qu'il voit d'un très mauvais œil l'union de sa sœur avec un Napolitain, alors ennemi des Français. On raconte aussi qu'il s'agirait d'une rivalité amoureuse parce que l'inceste entre César et Lucrèce. Bon, vous l'aurez compris, il est bien plus probable qu'il s'agisse d'une rivalité politique, puisque Alphonse d'Aragon est un obstacle à l'alliance française que César souhaite conserver, malgré le fait que son père ne soit pas vraiment d'accord avec cette décision, puisque vous l'aurez compris, les Borgia jouent à présent sur 2 tableaux, entre 2 ennemis. Une nuit de juillet 1500, Alphonse rentre seul au palais après un dîner au Vatican. Sur le chemin, il se fait attaquer, frapper et laisser pour mort. Cette agression, dont les auteurs demeurent inconnus, a failli tuer Alphonse qui s'en remet doucement. Mais le 18 août, il est tué dans son lit par les hommes de César. Ce dernier évoque alors la légitime défense. Mais bon, vous l'aurez vite deviné, tout cela est nimbé de mystère puisque le pape fait tout pour protéger son fils. Mais bon, le meurtre de son frère et de son beau-frère, tous deux ennemis de César et obstacles à ses ambitions politiques, cela me paraît quand même être de grosses coïncidences à une époque où, lorsque l'on est un noble ambitieux, on n'hésite pas à tuer. Et ça, vous l'avez sûrement compris avec mes vidéos. Mais celle qui est bien oubliée dans cette histoire, c'est Lucrèce. Car pour elle, la nouvelle est terrible. Elle se sent abandonnée par sa famille. Veuve à 20 ans, elle décide de s'exiler à Népie. Sauf que son frère, César, n'en a pas fini avec ses ambitions et lui propose donc un nouveau mariage avec Alphonse d'Este, duc de Ferrare. Lucrèce saisit sa chance d'une nouvelle vie. Elle décide de se marier avec lui en 1501 et quitte donc Rome pour le duché de Ferrare et enfin mener la vie paisible qu'elle espérait. Elle finit donc sa vie en tant que duchesse d'Este, entourée de l'art qu'elle apprécie tant, très appréciée par son peuple et loin des tumultes de sa famille à Rome, puisque cette dernière va très vite déchanter. Alexandre VI comprend très vite que les capacités guerrières de son fils vont lui être très utiles. Dans une Italie morcelée par plusieurs pouvoirs, il faut qu'il s'ancre durablement sur le territoire. Le pape envoie alors son fils conquérir les villes d'Imola et Forlì. Rien de bien compliqué pour Imola, mais concernant Forlì, ce n'est pas la même affaire, puisqu'elle est dirigée par Catherine Sforza, qui résiste avec courage pendant 3 semaines. Et finalement, César parvient à récupérer Forlì. Sa cour semble inarrêtable et César multiplie les conquêtes. À son retour à Rome en 1500, il est acclamé. César est adoré et pour Alexandre VI, c'est une victoire puisque toute l'Italie centrale est sous contrôle papal. César, évidemment, va s'enrichir très rapidement et prendre de plus en plus de pouvoir, ce qui va évidemment déplaire à beaucoup de personnes. Mais il est toujours protégé par son père et lorsque cela devient un peu trop gênant, César se charge d'éliminer purement et simplement ses ennemis. En 1503, César est le personnage le plus important d'Italie après Alexandre VI qui se charge quant à lui de couvrir les frasques et les violences de son fils pour asseoir son pouvoir. Considérant son père comme un maître politique, César suit ses recommandations et la victoire des Borgia est inébranlable. Mais le 18 août 1503, Alexandre VI est pris d'un malaise lors d'un dîner et il décède. À partir de ce moment-là, tout va basculer pour César. Lui qui avait le soutien inconditionnel de son père est maintenant exposé au complot contre lui, au point de demander protection au roi de France. Il rejoindra finalement sa sœur à Népie avant de revenir à Rome 6 semaines plus tard. Après ce moment d'incertitude, César va tenter de faire comme son père et son grand-oncle avant lui, conquérir le nouveau pape pour asseoir sa légitimité. Mais c'est un échec. Il ne réussit pas à faire pression sur le conclave qui finit par élire Jules II, l'ennemi juré des Borgia.
César est capturé et emprisonné avant de s'évader en octobre 1506. Il finit par se mettre au service de son beau-frère Jean de Navarre, et le glorieux César devient alors caché, reclus et vit une vie bien plus modeste. Lors d'un assaut en 1507 en Navarre, il est embusqué par des chevaliers, tué et dépouillé. Ainsi finit l'histoire des Borgia. Et c'est une sacrée histoire. Comme vous l'aurez compris, un petit peu moins spectaculaire que ce qu'on entend. On a quand même un peu moins de complots, de meurtres et de sexe, notamment entre eux. Leur réputation a été telle qu'on a décrit cette période comme la Rome des Borgia, qui a été marquée par des violences, des complots et toutes sortes de conspirations. Vous l'aurez compris, l'ascension fulgurante des Borgia leur a fallu de nombreux ennemis. En bref, des conditions parfaites pour créer une belle légende noire. Il s'agit notamment des Colonna, Orsini, Gaetani et Savelli, qui comprirent vite que rédiger des pamphlets à l'encontre de cette famille allait clairement aller en leur faveur. En dénonçant des actes de la part des Borgia, comme la corruption par la vente de charges ecclésiastiques par Alexandre VI, en extrapolant avec les meurtres supposés de César Borgia, voire en inventant complètement avec l'inceste de Lucrèce, on ne peut pas dire qu'il manquait d'imagination pour faire tomber ce clan. C'est le lit scandaleux d'Alexandre VI, achetant les votes ayant déjà des enfants avant même d'être pape, qui a permis de le transformer en véritable serviteur diabolique, voire en antéchrist. Il est ainsi devenu l'emblème de ce qui n'allait pas dans la papauté, le tout enrichi par les 7 péchés capitaux, l'orgueil, la luxure, l'avarice, l'envie et la colère. Les liens incestueux constituent la rumeur qui leur firent le plus de tort, et qui a été largement reprise par des poètes humanistes napolitains et également par le premier mari de Lucrèce. C'est donc elle qui a subi le plus lors de la construction de cette légende noire, puisque les relations incestueuses qu'on lui a attribuées lui ont collé à la peau toute sa vie et au-delà. Car cela s'est intensifié au XIXe siècle avec la pièce de Victor Hugo écrite en 1833, la dépeignant comme la pire courtisane de Rome, empoisonneuse aux mœurs absolument dissolues. Il aura fallu attendre le travail de Maria Bellonci en 1939 pour que la mémoire de Lucrèce soit enfin rétablie. César ne fut pas en reste puisque ses ambitions sans limite ont inspiré Machiavel pour son célèbre ouvrage Le Prince. Et à partir du XVIIe et du XVIIIe siècle, les nombreux auteurs qui ont écrit au sujet de César ont plongé dans cette légende noire, le décrivant presque comme l'homme le plus cruel et le plus sans scrupules que l'histoire ait connu. Donc même si César n'était pas sans ambition, difficile de démêler le vrai du faux pour savoir jusqu'où il est allé pour atteindre ses objectifs. Ce qui est remarquable avec la famille Borgia, c'est qu'il ne leur a fallu que 14 ans pour passer d'une petite famille espagnole un peu oubliée à la plus puissante famille italienne. Et ça en raison de leur front familial uni, que ce soit dans leurs réussites comme dans leurs échecs. Leur comportement n'avait absolument rien d'étonnant pour l'époque. Les Médicis n'étaient pas en reste en termes d'actes violents et sans scrupules, mais leur réputation de mécènes artistiques les a clairement sauvés. Ce qui n'est pas le cas des Borgia, dont les origines espagnoles ont été critiquées de toutes parts, et donc où le moindre détail ou acte perpétré par la famille a été détourné et utilisé pour construire cette légende noire. J'espère donc qu'à présent vous porterez un regard un peu plus mesuré sur cette famille fascinante de la Renaissance. J'espère que cette vidéo vous aura plu, merci encore pour votre soutien et je vous retrouve à très bientôt pour de nouvelles histoires de passé sanglant.